le chef de l'État, en l'occurrence le président Trump, a dit on va y aller. Et donc, et les autres, ils disent monsieur, taisez-vous, on va y aller. Et quand vous êtes dessous, alors il y a ceux qui vont dire monsieur, il y a peut-être une erreur, mais là vous vous dites je lève le bras, mais je suis foutu dehors. Donc ça, évidemment, ça calme. Hein. Et puis il y a ceux qui vont dire je m'en fous, même si on me fout dehors, je vais le dire. C'est très rare. Hein. Et c'est là où je vous dis qu'il y a un biais. Là, vous avez des biais. Des biais parce que, évidemment, la plupart, 99,9% des gens vont dire bon, je ne vais pas perdre ma carrière, pas foutre en l'air ma carrière pour les droits d'Ormuz. Et puis, on a 3000 bateaux bloqués. Donc, si vous voulez, je pense que moi, je ne vais pas vous faire un cours d'intelligence économique. Vous êtes certainement plus fort que moi là-dessus. Hein. Mais parce que moi, je suis de la vieille équipe. Encore que j'utilise un petit peu ce qu'on fait maintenant. Bon. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de vous dire, c'est un boulot formidable, hein, ça c'est sûr. Ça va devenir. Alors maintenant, je vais être très positif, si vous voulez. Moi, je crois que l'intelligence économique, ça va devenir totalement indispensable pour réussir dans le monde des affaires. Alors moi, là, j'y vais carrément. Hein. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vois les Chinois. Hein, la dernière fois que j'étais en Chine pour aller les voir, ça m'a frappé. Tous, sans exception, toutes les boîtes chinoises, elles utilisent les techniques d'intelligence économique. Toutes, sans exception. Et c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant de voir à quel point. Alors, mais là, vraiment, c'est méthodique. Hein, c'est la chinoise, c'est méthodique, regarde et tout. Et du coup, ça les fait progresser. Hein. Ils progressent très vite dans un certain nombre de domaines. D'une part parce qu'ils développent évidemment des moyens de recherche qu'on ne développe pas en Occident, mais aussi parce que les Chinois, ils ont des masses d'informations, ils cherchent partout les informations pour essayer d'être le plus performant possible à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux dans les entreprises. Donc les Chinois sont en train de bouger dans ce sens-là. Les Américains, c'est pareil, hein, faut pas. Alors même s'ils font, là j'ai dit que leur service faisait des erreurs, mais les Américains, ils sont aussi maintenant très sensibles à ces choses-là. Hein. Et vous savez, je ne sais pas si vous savez ça. Très intéressant d'ailleurs. Il y a un club des directeurs, il y a un club des présidents de sociétés américaines, de grosses sociétés. Hein. C'est l'équivalent du SB 200 chez nous. Hein. Vous voyez, c'est pas le 440, c'est tous ceux en dessous, même encore en dessous. Hein. Bon. Ils se réunissent une fois par an, les présidents des sociétés. Hein, ils sont conviés dans un cadre d'un club qui est dirigé par un général. Ils se réunissent à Washington et ils ont un cours d'intelligence économique et stratégique appliquée par les services de l'État qui leur disent tout ce qu'ils ont pu trouver. Les présidents de sociétés, vous imaginez en France, si on les réunit tous, on leur dit voilà, on va vous expliquer. Hein, voilà ce qu'il faut faire, pas faire, attention, regardez ça, là il y a un problème, là il va y avoir un problème, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, il y a une sensibilisation générale. Et ça c'est très important, parce que ça veut dire que les États-Unis, comme la Chine, ils utilisent à fond toutes ces techniques, alors que c'est vrai que chez nous, on a encore, c'est pas encore parfait, puis, voilà, je suis gentil, hein, c'est pas encore parfait. Donc là, et pourtant, il va falloir qu'on continue, et en France, à faire des efforts pour que justement tout le monde s'y mette, parce que c'est l'intérêt général. Hein. Et vous voyez, quand je vois par exemple la BPI, hein, qui est la banque de financement hein, de l'innovation, de grands projets, de plein de choses, avec Dufour, avec Nicolas Dufour, qui a fait un très bon bouquin sur la relance de l'industrie en France. Mais si vous lisez le bouquin de Dufour, il y a un truc qui manque, hein, c'est l'intelligence économique. Hein. Or, c'est pas vrai, on ne réussit pas dans les affaires uniquement avec de l'argent, sinon ça se saurait. Et on ne réussit pas non plus parce que vous êtes un super ingénieur qui a inventé le truc du siècle. Parce que le truc du siècle, vous croyez que vous êtes unique à l'avoir inventé, mais si vous faites de l'intelligence stratégique de l'IES, vous allez regarder et découvrir qu'il y a un type au Baloutchistan où il y a un Africain dans un petit village perdu qui a inventé la même chose. Eh oui.
entre parenthèses, c'est regarder l'exemple. Alors là, c'est les Américains. Regardez sur l'intelligence artificielle, comment les Américains convaincus, hein, Trump en tête, d'ailleurs, les Biden avant lui, convaincus qu'ils allaient dominer le monde dans l'intelligence artificielle, ont lancé ChatGPT, puis après l'IA avec Alphan. Bon. Et puis ils ont dit, on sera les rois du monde, hein. À travers ça, on va dominer le monde. Et puis il y a les Chinois qui sont arrivés et qui ont dit, on a fait un truc, c'est moins cher, c'est plus efficace, ça s'appelle DeepSeek. Coup de tonnerre, évidemment. Et puis après, il y en a un autre qui est arrivé derrière qui a dit, mais moi, en plus, j'utilise des processeurs qui sont des processeurs qui sont de génération N-2, alors que vous, vous êtes à la pointe. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Et ça marche aussi bien. Ah, et oui. Et là, les Américains, ils sont tellement sûrs qu'ils ont raison, qu'ils savent, qu'ils n'avaient pas été regarder ce que faisaient les autres en face. Parce que s'ils avaient regardé, ils auraient vu qu'effectivement, ils se préparaient quelque chose de sérieux. Vous voyez, mais c'est dans tous les domaines. Hein. Et alors, et le problème qu'on a alors, dans l'IES souvent, toujours en parlant de ces domaines-là, un des problèmes qu'on a souvent, ce que je constate, moi, c'est le fait que souvent, quand vous êtes bon et que vous amenez un vrai résultat, une vraie analyse, les grands cerveaux vous disent non, c'est pas possible, ou c'est pas vrai, ou vous êtes trompé, j'y crois pas, enfin bref, tous les systèmes possibles pour dire non. Et puis, on se plante. Et là, j'ai pas la réponse, hein. J'ai pas la réponse. Mais je pense que là aussi, il faut quand même réfléchir, parce qu'il va falloir, il faut trouver, je sais pas comment d'ailleurs, hein. On parlait de Jeanne Bello, là, qui est le patron de Saint-Phi, hein, qui a donné des cours ici, hein. Oui. Eh ben, c'est une question que je lui poserai, la prochaine fois que je les verrai, les gens de Saint-Phi, pour dire, est-ce que vous avez réfléchi au problème? Comment on fait pour convaincre quand, au-dessus de vous, on ne croit pas à ce que vous dites? C'est un sacré problème. Regardez Ariane. Hein, on a été pendant 15 ans les leaders mondiaux des lancements spatiaux. Hein, c'est vrai, hein, bon. Et moi, je me souviens, il y a 6 ans, 7 ans. Ah, c'était avant le Covid, ça. Et je vais faire une conférence à Toulouse, à la Cité de l'Espace, hein, pour le compte de l'Agence spéciale européenne et autres. Et à l'époque, je leur dis, il y a quand même un problème. Nous, on dominait avec encore, hein, on n'avait pas encore lancé la nouvelle Ariane, on était encore dans les derniers tirs de l'ancienne qui contrôlait le marché. Et je leur dis, la question, Musk est en train de récupérer sur des barges, a commencé à récupérer le premier étage. Bon. Et je leur dis, s'il y arrive, question, hein, s'il y arrive, le coût total des fusées va baisser de 30%. Si on vous propose un produit avec 30% moins cher que l'autre, moi j'en connais beaucoup parmi vous qui vont l'acheter normalement, surtout s'il a à peu près les mêmes caractéristiques. Hein. C'est logique. Donc je dis, il y avait plein d'ingénieurs, hein, de l'ESA, du CNES, tout ça qui étaient là. Et à la fin, je me souviens, un grand, je ne dirai pas le nom par pitié pour lui, mais un grand patron, hein, vient me voir, me dit c'est bien votre truc, on a bien aimé, mais là vous avez dit une bêtise. Alors, je dis quelle bêtise j'ai dit? Il ne peut pas réussir avec. Nous on sait, il ne peut pas réussir avec son étage récupérable. Hein, c'est pas possible. Donc il dépense des fortunes, il se plante. Et pendant ce temps-là, nous, vous voyez ce qu'on fait. Bon, alors, très bien. Je lui dis oui, mais et si jamais il y arrivait? Ah, il dit, mais s'il y arrivait, on trouvera une solution parce qu'on changera dans notre fusée, dans Ariane, tous les composants, on va les faire non plus par des machines-outils de précision, mais on les fera faire avec de l'imprimante 3D. Et ça coûtera beaucoup moins cher. Alors je dis, c'est astucieux, ça c'est vrai, c'est astucieux. Je dis, mais est-ce que vous ne pensez pas que les Américains l'ont pensé aussi? Question, hein, c'est une question bête, mais question. Hein. Ah, il m'a dit, ah non, parce que là, quand même, l'imprimante 3D, c'est eux qui l'ont inventé quand même. Vous devriez faire attention. Résultat, vous connaissez le résultat. Hein. Alors on a effectivement une nouvelle Ariane qui est quasiment invendable, hein, parce que, et pour cause, d'un côté, c'est l'année dernière, hein, SpaceX a fait à lui tout seul plus de la moitié des lancements mondiaux,
Nous, on en a fait 3 ou 4 en tout, hein, avec Vega, Ariane et autres. Et c'est les Chinois derrière qui sont en train de cartonner, parce qu'ils sont numéro 2 sur le marché, avec la dernière version de la fusée longue marche. Et je constate que les Chinois sont en train d'essayer l'étage récupérable. Ça y est, hein, ils en ont récupéré une la semaine dernière. Il y a 15 jours, ils ont récupéré un premier étage. Donc ça y est, la mécanique est en marche. Et là, alors les Chinois, ils s'étaient fait avoir, mais ils ont vite appris. Hein, ils ont regardé, ils ont appris. Mais nous, est-ce qu'on parle, hein, chez nous en Europe, est-ce qu'on parle d'une fusée avec un premier étage récupérable? Aujourd'hui, après le succès d'Elon Musk, toujours pas. Et c'est bien là où, quand vous tombez sur un os, bah évidemment, c'est pas facile. Hein. Donc, ça, j'avoue que je ne sais pas comment faire pour convaincre celui qui ne veut pas être convaincu. J'ai pas de solution. Mais autant vous dire que j'essaie de comprendre, j'essaie de chercher. Hein. Alors, mes copains américains me disent, mais non, mais c'est normal parce que vous n'avez pas le souci de la rentabilité. C'est pas vrai. On est capable de produire des choses qui sont très performantes au niveau des prix. Mais il me dit, mais c'est pas dans le logiciel de français, alors que nous, si tu arrives en disant ça va coûter 10% ou 20% moins cher, tout de suite tout le monde t'écoute. Je dis oui, mais là il y a la qualité quand même à côté. Hein. Il faut quand même, il y a tous les ratios. Il me dit ouais, quand même. Enfin bref, je voulais vous parler de ces petites choses-là parce que ça me paraît des éléments pour le futur intéressants. À part ça, que vous dire? Moi, je ne sais pas ce que je peux vous raconter, parce que vous avez eu plein de gens très brillants. Vous avez eu Claude, mon ami Claude Rebel, qui est venu vous voir, qui a dû vous parler des normes, bien sûr, je pense, hein, parce que c'est la spécialiste des normes. Moi, alors, je vais vous dire une chose. C'est presque de l'intelligence économique, en tout cas, c'est un constat. La Chine, aujourd'hui, hein, la Chine... elle produit, il n'y a pas d'autre terme, 1 million d'ingénieurs par an. Chiffre chinois. L'Europe et les États-Unis produisent 1 million d'avocats et de faiseurs de normes. Qui va gagner? La messe est dite. Oui, mais c'est grave, si vous voulez. Alors, c'est pas du tout une critique de Claude et de ses normes, hein, c'est pas du tout ça. Mais pour vous dire que il faut aussi que nous, là je pense que surtout l'intelligence économique et stratégique, l'IES, il faut que nous soyons une force de mobilité, une force de pression, de mobilité pour faire avancer les choses, hein, et rappeler que il faut se développer, que l'innovation est nécessaire, qu'il faut prendre des risques, enfin un certain nombre de facteurs évidents, élémentaires, hein, mais qui sont très importants qu'on a tendance à oublier. Hein, parce que, regardez, l'Europe se vante d'avoir fait des normes dans tous les domaines, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Europe est une génératrice de normes de première grandeur. Bon, pourquoi pas? Mais si aucun autre pays dans le monde ne fixe des normes, moi je peux vous dire qu'il va perdre. C'est nous. Or, dans la bataille mondiale, il faut quand même qu'on tienne compte des autres. Et là, on revient à l'intelligence économique et stratégique, hein, dans laquelle on doit connaître tout le monde pour comprendre ce qui se passe. Et qu'il ne faut pas uniquement se regarder soi-même. Or, je pense qu'il y a plein d'enseignements à avoir de d'autres pays, hein, qui ont d'autres activités, parce qu'on commence à regarder la suite. Et quand vous faites des projections sur le futur, vous apercevez que on risque d'avoir des surprises. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas ce qui se passe ailleurs. Je vous citais le spatial. Vous avez tous, enfin, si vous vous intéressez au spatial, hein, vous avez vu que la semaine dernière, les Américains devaient envoyer un équipage qui allait tourner autour de la Lune et revenir, hein, avec Artemis, la fusée Artemis. Pour la deuxième fois, ils ont dû renoncer et la fusée est repartie du pas de tir vers son haut de construction parce qu'il y a des défauts à l'intérieur. Bon. C'est très grave, hein, parce que quand vous mettez une fusée sur un pas de tir, a priori, c'est qu'elle est au point. Hein. Bon, alors là, c'est pas le cas. Donc, ils ont dû annuler cette mission. Et la NASA a fait un compte-rendu, très intéressant d'ailleurs,
en disant ce problème nous oblige à repenser complètement toute la suite de notre programme, parce qu'on ne peut pas envoyer des gens avec des risques que c'est des incidents ou des accidents en l'air. Donc, il faut qu'on repense tout le programme. Vous remarquerez, ça les rares qui ont fait des commentaires en Europe, ça s'est arrêté là. Bon. Si vous lisez les journaux chinois, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez que les Chinois ont annoncé qu'en 2028, ils vont envoyer une première fusée qui va tourner autour de la Lune avec des spationautes et qu'ils ont pour objectif de poser leur gaz pour faire une station spatiale sur le sol lunaire, hein, avant les Américains. Ils commencent à le dire. Eh ben moi, je peux vous dire que nous, on n'en parle pas, mais si jamais ça arrive, ça va arriver, à tous les coups, ça va arriver. En tout cas, ça va être une bataille à la semaine près. Hein. Mais s'ils arrivent à être devant, vous allez voir le choc psychologique qu'il va y avoir dans le reste du monde. Hein. C'est considérable. Or, les Chinois sont prêts à prendre plus de risques que les Américains, ça on le sait. Hein. Et c'est normal. C'est les challengers. Le challenger, il prend plus de risques que celui qui est en place. Donc, vous voyez, ce que je reproche souvent, c'est qu'on ne fait pas même quand on identifie un problème, on ne fait pas l'effort d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Et c'est là où on a un rôle à jouer. Pour justement, il faut qu'on communique, alors, dans les écoles, pour former les gens, dans les clubs, dans les entreprises, mais au niveau de l'État, il faut que tous on fasse passer des messages pour que les décideurs comprennent aussi que le monde, il n'est plus exactement comme il était avant et qu'il faut intégrer un certain nombre de données supplémentaires pour avoir des chances de réussite. Ou du moins de maîtriser la situation, ou de maîtrise de la situation. Alors, bon, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre comme ça, mais je préfère plutôt moi répondre à vos questions. Puis il y aura certainement, dans le cadre des questions, il y aura plein de choses à raconter. Je pourrais vous raconter plein de choses. Enfin, on verra. Alors allons-y. On passe à la question. Non, personne d'autre. Non. Oui, allez-y. Question un peu rhétorique, c'est comment peut-on implanter l'intelligence économique dans un pays qui n'en a pas la culture parce que leurs dirigeants, même économiques, hein, vraiment, et à tous les niveaux, sont portés par des subventions publiques. Oui, mais ça c'est vrai. Comment faire en sorte que les gens prennent des risques alors qu'ils gagnent déjà en n'en prenant pas? Vu que bien défini. Globalement, j'ai l'impression, je pense peut-être pas être le seul, qu'on vit dans beaucoup de structures économiques où la plupart de leurs dirigeants essayent de continuer de vivre dans un rêve éveillé de leur vision des années 80, en pensant que ça va durer. Et il y a des bénéfices, il y a des pertes, ils ne savent pas pourquoi, dans leur propre boîte. Ça monte, ça descend comme la bourse, ils ne savent pas pourquoi, puis quand ça descend trop, ils demandent à l'État un chèque, ils le reçoivent. En général, les entreprises reçoivent même beaucoup plus que les simples particuliers. Comment on fait pour, effectivement, les sortir de la matrice? Je ne saurais pas dire comment. Ouais. C'est vrai que notre système, si vous voulez, ça va être un système à la fois dans lequel les élites se cooptent. C'est très difficile de passer à un certain niveau. Hein. Vous êtes brillant, vous êtes très bon, vous allez grimper, mais à un moment, ça s'arrête. Parce que il y a des choses qui vous manquent. Vous n'avez pas fait telle école, vous n'avez pas fait tel truc. C'est pas telle personne, surtout. Comment? C'est surtout le réseau, je pense. Ouais, oui, mais c'est très important. Il y a des réseaux, mais les réseaux sont des réseaux à des niveaux différents. Si vous voulez. Le réseau qui est là, il ne marche pas avec celui-là. Hein. C'est deux réseaux différents. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est effectivement que, comme ce sont, je vous disais, ces réseaux qui pilotent, si vous voulez, réseaux d'élite, en définitive, on peut appeler ça l'élite, entre guillemets, appelons ça l'élite, en haut. Hein. Ces réseaux n'ont pas été formés, ne sont pas formés à ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que pour eux, ils n'ont pas la conscience de ce que c'est. Donc il faut qu'on change la formation. Je vais vous donner un exemple. L'ENA, moi ça je peux vous raconter. Hein. Quand on a lancé l'intelligence économique, Carayon, qui était le député qui s'était battu avec son rapport, il était battu. Et on lui avait dit,
il faut absolument qu'on aille à l'ENA pour former les gens de l'ENA. Parce que c'est quand même pas mal que ces gens-là qui vont diriger la France, ben, ils aient un minimum de formation d'intelligence économique. Alors on a été voir l'ENA, et l'ENA nous a dit, mais attendez, mais c'est pas le travail de nos... C'est pas, il y a des gens qui vont travailler là-dessus, nous, c'est pas notre problème, on ne le fera pas. Bon. Après, les Africains, pays africains, disent à l'ENA, c'est intéressant, en France, il y a l'intelligence économique qui est en train de se mettre en place, vous avez nommé les responsables et tout. Donc nous, on aimerait bien avoir des formations d'intelligence économique. Et qu'est-ce que fait l'ENA? À l'ENA, ils ont fait pendant plus de 12 ans une formation à l'intelligence économique qui était réservée exclusivement aux étrangers. On ne formait pas les Français, on ne formait que les étrangers. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Je suis bien d'accord. Donc il y a effectivement un problème de fond. Alors le problème de fond, il peut changer si effectivement un certain nombre de dirigeants de haut niveau ont des résultats que les autres n'ont pas eu. Moi, regarde, je vous donne un exemple, c'est très intéressant. La Société Générale. Je critique personne, hein, qu'on soit bien d'accord, moi c'est des exemples. Hein. Bon. On met un brillantissime sujet de l'inspection des finances, Oudéa, Frédéric, le mari de la ministre. Oudéa, on le met à la Société Générale. Bon, une catastrophe. On devait mettre, à l'époque, après, son prédécesseur était tombé sur l'affaire Kerviel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque Kerviel. Vous savez, c'était le trader qui avait dépassé toutes les limites. Bon, le scandale de l'histoire, c'est que tous les traders le faisaient. Mais là, lui, comme ça a dépassé vraiment les limites acceptables, alors, ils ont demandé 3 jours avant de déclarer la situation. Pendant 3 jours, ils ont tout nettoyé dans la banque. Hein, et puis elle a dit, on fera un coupable, c'est Kerviel. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein, bon, parce qu'il y en avait tous les autres, on pouvait les condamner pareil. Hein. Bon. Mais, donc, on met Oudéa, alors que c'était un autre qui est parti chez Generali et Mediobanca en Italie, qui devait être le patron de la Générale, qui était bien plus qualifié de la vie de tout le monde. Hein. C'était lui qu'il fallait nommer. Mais comme lui, il n'était pas dans le Cénacle, on met Oudéa. Bon. Oudéa, vous avez vu le résultat, on ne peut pas dire que la Société Générale a brillé pendant le temps où il a été. Il est resté longtemps pourtant. Et quand je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'à la fin, on le change et on met un étranger, mais qui est un très bon. Bon, vous avez vu le résultat, 2 ans après, les meilleurs résultats bancaires avec BNP Paribas, c'est la Générale. Ils n'ont jamais eu ces résultats-là en 15 ans. Simplement en changeant de dirigeant. Alors justement, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que celui-là, quand vous lui parlez d'intelligence économique et stratégique, alors je peux vous dire que lui, il l'a fait tout seul, ou presque. Hein. C'est-à-dire que c'est dans ses gènes. Quand il vous pose des questions, c'est très intéressant de le voir, même quand il fait des explications dans une conférence de presse et autres, le type, il balaye comme dans l'IES, hein, il balaye, bam, 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 bam. On sent qu'il a regardé tout, et comme par hasard, ça marche. Alors mon espoir, c'est que progressivement, avec des dirigeants qui prennent en main les grosses boîtes en difficulté en France, j'espère que peu à peu, les autres vont se rendre compte quand même que ça vaut le coup. Mais ça serait une longue affaire, hein, parce que on part de très loin, c'est vrai, hein, faut être honnête. Hein. À la rigueur, moi, j'ai une anecdote aussi à titre personnel pour vous montrer la réticence à l'intelligence économique et la récompense à l'inaction presque. Oui, mais on vient à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'immobilisme. Vous savez, la France est le seul pays au monde. La France est le seul pays au monde à avoir mis dans la Constitution le principe de précaution. Et quand on réfléchit, c'est énorme. Comment on a pu mettre un truc pareil dans la Constitution? Quand vous créez une entreprise, vous prenez un risque. Quand vous sortez de chez vous pour marcher dans la rue, vous prenez des risques. Hein. Vous pouvez glisser, vous pouvez vous faire écraser. Le risque, la vie est constituée de risques, alors évalués, hein, plus ou moins évalués, plus ou moins contrôlés. Mais en permanence, on est en risque. Bon. Et là, on vous dit, ah non, pas de risque. Pas de risque, ça veut dire que je ne fais rien. C'est la prime à l'immobilisme. Voilà. Alors si en plus vous ajoutez des normes, alors là, c'est fini. Ah oui, mais... Oui. J'ai une question sur
Aujourd'hui en Europe, là on parlait de la France notamment, Oui. aujourd'hui en Europe, est-ce qu'il y a des dirigeants qui sont plus au fait de l'intelligence Ah oui. économique? Et qu'en est-il de l'Allemagne et de l'Italie, par exemple, si vous connaissez? Ah ben justement, oui. Oui, alors c'est deux choses différentes, hein. L'Allemagne, ils sont très organisés, mais surtout ils travaillent en groupe. L'Allemagne, comme disait Christine Lagarde quand elle était ministre du Commerce extérieur, ils travaillent en meute, hein, comme leurs sous-marins pendant la guerre. Hein. C'est-à-dire que quand ils vont quelque part, et c'est tout un groupe. Il y a le gros, le porte-avions, la grosse boîte, mais il y a tous les petits autour, les frégates, les sous-marins, il y a tout autour, il y a tout un ensemble. Mais le gros et les petits échangent tout le temps. Ils échangent des informations, ils travaillent ensemble. Et on le voit au niveau des domaines d'activité, on le voit aussi au niveau des Länder en Allemagne. Hein, parce que chaque Länder a sa politique. Il n'y a pas de ministère de l'économie et des finances en Allemagne. Hein. Il n'y a pas de ministère de l'industrie en Allemagne. Chaque Länder a sa propre politique. Donc, il y a des Länder où il y a des gens qui travaillent énormément en IES. À Munich, en Bavière, par exemple, je peux vous assurer que les Bavarois, vraiment, il n'y a rien à leur apprendre. Hein. Le gouvernement de Bavière, il finance des études pour toutes ces entreprises. Donc c'est pas du tout, vous voyez. Alors, l'Italie, c'est différent, parce que l'Italie, c'est l'Italie. Hein. C'est totalement informel, mais les Italiens, ils ont une force, si vous voulez, c'est qu'ils sont petits. Les entreprises italiennes, hein, sont souvent très petites, mais elles s'adaptent en permanence. Vous savez, ils partent vous vendre quelque chose, et puis en arrivant, ils voient qu'on peut vendre autre chose, ils vont changer de stratégie. L'Italien s'adapte en permanence, ce qui n'est pas notre cas, nous. Hein. Ils ont plus de TI peut-être aussi. Pardon? Ils ont plus de TI peut-être aussi en Italie. Oui. Mais ceci étant, regardez le commerce extérieur italien, il est meilleur que le nôtre. Hein. Troisième puissance mondiale, hein, commerce extérieur. Vous vous rendez compte, l'Italie? Non, mais c'est fantastique quand même. Hein. Alors que c'est un petit pays par rapport à nous, enfin relativement. Hein. Bon. Mais parce qu'il y a une dynamique aussi. Et alors, chose très intéressante, vous voyez, sur l'Italie. Là, on retombe un peu sur la question que vous posiez. Traditionnellement, l'Italie, la force de l'Italie, c'était Milan. Enfin, c'était la zone nord. Hein. Les Milanais, les Génois, les autres disaient, les Vénitiens disaient, hey, nous on travaille, nous on est sérieux, nous on est efficaces et tout. Les gens du sud, du Mezzogiorno, là, c'est-à-dire la Calabre, la Sicile et autres, c'est tous des nuls et des paresseux et des mafieux. C'était comme ça en Italie. Eh ben, c'est en train de changer. Parce que il y a les dernières statistiques montrent que tout le sud de l'Italie exploite le numérique, l'intelligence artificielle, mieux que le nord. Ah oui. Après, est-ce que c'est pas parce qu'ils se basent sur une main-d'œuvre qui est moins chère qu'au nord? Ah oui, mais attendez, mais ça veut dire qu'ils tirent parti des capacités. Ah oui, mais ils tirent parti de leurs capacités. À chaque fois, il faut s'adapter par rapport à son environnement. Hein. Moi, quand je suis en Corse, si vous voulez, quand on parle d'intelligence, c'est l'intelligence économique et stratégique en Corse. Bon, c'est clair que quand vous êtes dans un village de montagne corse, qu'est-ce qu'il vous dit, le gars? Il vous dit, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? On dit, ben, la seule solution pour vous, c'est de faire un travail qui peut être fait à distance. Donc, il vous faut une liaison numérique bonne, évidemment. Hein. Après, vous pouvez faire du dessin, vous pouvez faire de l'imprimante 3D, vous pouvez faire quantité de choses, mais qui sont adaptées par rapport au fait que vous êtes paumé dans un village, hein, où il faut 3 heures pour rejoindre Bastia ou Ajaccio. Hein. Et ça marche, pour ceux qui y croient et qui le font. Hein. Mais finalement, si vous dites non, si vous dites là, on revient, si vous dites ah non, moi il me faut des subventions, je ne change pas rien, vous êtes mal parti. Petite question encore. Donc on a parlé de l'Italie et de l'Allemagne. Aujourd'hui, est-ce que selon vous, on parle de la Chine et des États-Unis notamment, la place de l'Europe aujourd'hui, est-ce que la différence se fait au niveau français ou est-ce qu'elle se fait au niveau européen? Et si elle se fait au niveau européen, comment faire pour concilier toutes ces sensibilités? Non, alors là, c'est autre chose. Là, on est face à deux empires, hein, l'empire chinois, et l'empire américain. Nous, on est au milieu. On est incapable de s'entendre.
L'Europe, hein, c'est pas une merveille de ce côté-là, hein, on s'entend pas, on n'est jamais d'accord. Il faut dire qu'à 28, pour se mettre d'accord, c'est pas évident. Hein. C'est même quasiment impossible. Bon. Il y a donc des blocs dans l'Europe et que chacun des blocs défend ses stratégies, donc il y a un problème. Bon, donc ça veut dire que l'Europe, qui est pourtant nécessaire, parce que par rapport à ces empires énormes, il faut qu'on ait une certaine taille. Hein. Si on ne peut pas l'avoir, il faut qu'on arrive par d'autres moyens à avoir la taille suffisante. Alors vous remarquerez que le chancelier Merz, l'allemand, qui veut relancer l'industrie allemande, il nous a lâchés, mais avec qui il est en train de faire des négociations? Il a signé des contrats avec une série d'accords avec les Italiens. Ils sont en train de refaire l'axe germano-italien, hein, parce qu'ils ont confiance les uns dans les autres, parce qu'ils sont ils ont une volonté d'être plus dynamiques que les autres. Et ils nous oublient totalement. Vous voyez? Alors, quand on regarde la France, est-ce qu'on a une capacité? Alors, on s'est fait lâcher par les Allemands, on va parler les Anglais parce qu'ils sont en perdition. Donc, en Europe, on n'a pas beaucoup de possibilités. Donc, de toute manière, si on veut se développer, il va falloir qu'on aille chercher des relais ailleurs. On ne trouvera pas des relais de croissance en Europe, hein, pour nous. Hein. Il faut aller chercher ailleurs. Et si on veut les chercher ailleurs, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir à un monde extérieur, hein, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique. Il faut s'ouvrir à un monde extérieur sur lequel on a pour le moment, en tout cas, on ne fait pas beaucoup d'efforts, puisque la balance du commerce extérieur est catastrophique chez nous. Donc oui, il y a une politique, mais là il faut une vraie politique. Hein. Il faut une politique de relance du commerce extérieur, mais sérieuse, hein, pas 2-3 saupoudrages, hein, je parle de choses sérieuses. Il faut une volonté. Parce que une entreprise en France, quand vous avez un taux de croissance moyen en France de 1% par an, maximum, en moyenne, hein, avec 1% de croissance, vous ne couvrez pas l'augmentation des frais d'une année sur l'autre. Donc ça veut dire que vous n'avez aucune chance de vous en sortir dans le long terme, dans le moyen et long terme, si vous n'allez pas chercher des relais de croissance à l'extérieur. Ça, c'est mathématique, hein. Je vous le démontre quand vous voulez, c'est mathématique. Donc, il faut chercher ces relais de croissance. Est-ce qu'il y a en Europe? Réponse non. L'Europe est déjà pas terrible, l'Europe. Hein. En plus, on a des concurrents très durs parce qu'ils sont plus performants que nous. Donc, oui, il faut aller chercher dans d'autres domaines, dans d'autres lieux. On parlait d'Italie tout à l'heure. On a regardé, hein, on a surveillé Mélanie, par exemple. Mélanie, elle a été au Maroc, en Algérie, où elle a récupéré le pétrole. Elle a été en Tunisie, elle a monté des usines. Elle a été en Libye, elle est en train de reconstruire la Libye avec les Libyens. Elle a été en Égypte, elle est partout. On a banni. Ouais, ben oui. Donc, mais il y a une volonté, à chaque fois c'est des accords, il y aura des avantages pour les entreprises italiennes, il y a plein de trucs. Mais résultat, ça avance. Et nous c'est vrai que ce qu'on peut nous accuser, c'est que comme on n'a pas de vision à moyen et long terme, c'est ça la France, on n'a aucune vision à moyen et long terme, alors du coup on ne commence pas à construire l'avenir. C'est ça le problème actuel. Là, c'est pas une question de politique, de dire un tel est bon, un tel est mauvais, c'est pas ça. Pour le moment, il n'y a personne qui me défie de me dire la politique des partis politiques français sur les 10 ans à venir. Il n'y en a pas. Oui. Parce que c'est pas. Il faut qu'on change notre logiciel, c'est le cas de le dire. Il faut commencer à penser à moyen et long terme. Voilà. Et après, peut-être une dernière question. Ouais. Oui. Peut-être qu'on va tourner. François, peut-être qu'on va tourner. Ouais, Après, il y aura un cocktail et on pourra poser des questions à l'intervenant. Voilà, Moi, je suis un peu novice dans la matière et j'avais une question par rapport à la place de l'intelligence économique dans l'industrie agroalimentaire. oui. Et peut-être si vous avez une vision de ce point de vue-là, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, enfin, c'est pas forcément des sujets qui sont mis sur le devant, et pour autant, je pense que c'est important qu'il y ait de l'intelligence économique dans ces secteurs-là. Bah, en agroalimentaire, il y a deux éléments fondamentaux dans l'agroalimentaire. C'est la recherche, parce que c'est vrai, dans l'agroalimentaire, on progresse hein, dans tous les domaines. Hein. Bon, il y a la recherche, mais il y a également les débouchés. Hein, et donc les gens qui produisent et puis les débouchés. Or, ce qu'on voit, c'est que nous,
dans le cadre, je dirais, européen, la fameuse PAC, la PAC, la politique agricole commune, en définitive, a complètement faussé la situation de nos producteurs, de nos agriculteurs. Et a faussé du même coup aussi les sociétés qui font de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, si votre producteur, il ne s'en sort pas sans aide de l'État, il y a deux solutions. Ou bien vous dites, on arrête cette activité puisqu'elle n'est pas rentable sans l'aide de l'État, et on va chercher des activités qu'on peut développer parce que celles-là sont rentables sans l'aide de l'État, hein, et à ce moment-là, tout va bien, évidemment. Hein. Ou alors, on dit on va continuer à donner des aides, mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, nos paysans, ils ne peuvent plus vivre sans les aides parce qu'ils sont incapables de s'en sortir tout seuls. Et c'est la situation actuelle. La plupart des paysans en France ne peuvent pas s'en sortir, parce que dans tous les domaines, hein, le lait, on a subventionné le lait pendant des années. Je vous donne un exemple. Hein. On a subventionné le lait en disant, bon, alors qu'est-ce que fait le paysan? Il dit, ben, le lait c'est plus rentable que de cueillir des noix, par exemple, c'est clair, hein, donc je vais faire du lait. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a des subventions. Bon. Le jour où on le annonce, il n'y a plus de subvention du lait décidée par Bruxelles. Alors, il dit, ben, il faut qu'on arrête de faire du lait, parce qu'on ne peut pas être rentable. Ben, le problème, c'est qu'il a surinvesti dans le lait pendant des années, et comment il fait? Ben, il est condamné. Il ne peut pas s'en sortir. Et on les pousse dans un engrenage infernal dans lequel ils ne peuvent pas s'en sortir. Vous voyez, moi je prends l'exemple là, mais je pourrais en apprendre dans tous les domaines. Hein. Alors, l'agroalimentaire, eux, qu'est-ce qu'ils font? Au départ, ils sont avec des produits français, tout ça, ça marche. En général, il y a de l'innovation et tout, on est bon. Puis l'alimentaire, on sait faire. Bon. Mais arrive un moment où nos produits, d'autres dans d'autres pays, qui ont vu comment ça marchait, qui ont dit les produits, là, ils étaient bons, ils vont faire la même chose. Mais ils vont faire la même chose moins cher, parce que chez eux, c'est moins cher. Que fait l'industriel de l'agroalimentaire français? Ben évidemment, il dit, ah, mon produit se vend moins, parce que l'autre, qui est, je sais pas, du Brésil, par exemple, hein, le Brésil, il me fait le produit 10%, 15% moins cher que nous. Et moi, je ne peux pas descendre mes prix de 15%, je m'en sors pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ou il arrête, ou alors il va acheter au Brésil. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je peux vous dire, dans mon coin, donc moi je suis du Lot, hein, chez moi, il y a une grosse boîte qui s'appelle Andros, hein, les confitures. Leader mondial. Hein. Confitures, les petits villages paumés, hein, leader mondial dans la confiture. Je connais bien les patrons, celui qui a créé l'affaire et tout ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, ils achetaient le concept, hein, il a été fait parce que c'était des vendeurs de fruits à Rungis, mais une partie des fruits arrivaient à Rungis abîmés, et donc, évidemment, à Rungis, on ne les achetait pas. Alors, un premier temps, ils les jetaient, après, ils faisaient de la compote, ça ne rapporte rien, la compote, et ils se sont dit, mais si on faisait de la confiture? Et là, ça s'est mis à rapporter. Mais aujourd'hui, vous allez là-bas, vous leur dites, alors, où t'achètes tes fruits où? Alors, on achète les fruits en Italie, en Espagne, en Argentine, ben, partout. Pratiquement plus de fruits achetés chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, ça coûte trop cher. Et c'est ça, si vous voulez. Donc, d'un côté, pour les consommateurs, on a perdu la réalité du prix des produits. Hein? Ça, c'est un premier problème. Et donc, on ne veut pas acheter trop cher, mais on ne se rend pas compte que le vrai prix, il est plus élevé que celui qu'on paye. Vous voyez, c'est... Hein? Et là, vous pouvez faire toutes les inventions, les développements que vous voulez, vous tombez dans un os. C'est que les gens, ils ne vont pas acheter si c'est trop cher. On l'a vu. Les Américains ont essayé pendant un moment, ils ont sorti une loi très claire en disant priorité aux produits américains pour les Américains. Nous, on voulait faire la même chose en France. À un moment, on avait proposé à Bruxelles, à l'État français, mais à Bruxelles, on avait dit, ce qu'on vous propose, c'est qu'on mette une loi disant qu'on donne priorité aux produits réellement 100% français ou européens. Réponse, pas question, nous sommes un pays ouvert, nous sommes un continent ouvert, on ouvre à tout le monde. Mais le résultat de l'opération, c'est qu'aux États-Unis, les petites boîtes s'en sortent et elles vendent, et que nous, on plonge.
Allez-y. Oui, par rapport à l'agriculture, justement, est-ce qu'une agriculture bonne, non subventionnée, est-elle possible? Moi, personnellement, je pense que c'est pas possible. Mais, Actuellement, c'est sûr qu'on a tout fait pour que ce soit pas possible. non, mais même les. Ah bah si. En Russie, c'est Ah bah si, ça va aussi, faire monter les prix. Oh. Ça fera monter le coût de la vie, donc l'indice, si vous voulez, du coût de la vie. Mais si vous dites, on vend plus que du lait français en France, on vend plus que du lait français, eh ben, il faudra que ce soit bien au prix de revient du lait français. Il faudra l'acheter plus cher. Et si vous dites aux supermarchés, aux grandes surfaces, à la distribution, vous leur dites, bon, pour le lait, hein, vous décidez, par exemple, sur le lait, interdiction de vendre autre chose que du lait français. Ou alors, attention, on met une prime. Ou alors on fait à la Trump, hein. Tout produit qui n'est pas français, 30% de taxes. Ça revient au même, hein. On vendra des produits français, ils seront les moins chers. C'est facile, hein. C'est ce que fait Trump aux États-Unis, entre parenthèses. Il fait que ça. L'histoire de l'augmentation des taxes à l'entrée, c'est ça. C'est dire, je privilégie les produits américains. C'est clair. Et si lui il le fait, pourquoi on ne le ferait pas? Les Chinois, ils font la même chose. En Chine, ils sont en train de faire la même chose. Ils augmentent les taxes. Ils ont compris, ils ont vu faire l'autre. Ils ne sont pas fous. Et même en Suisse, parce qu'il y a un syndicat local des salades et tout ça, dès qu'ils sont en surproduction de salades, ils arrêtent les importations. Et si par exemple ils sont en sous-production, ils font venir. Et ils sont très agiles là-dedans. Ben oui, mais si vous voulez, je crois que le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse des choix. On ne peut pas tout avoir. C'est ça le problème, on ne peut pas tout avoir. Alors, on peut aussi dire, on s'en fout, l'agriculture, on s'en fout, on la laisse mourir. Hein. Bon. Entre parenthèses, on était là. Notre ADN. Hein? Ce serait contre notre ADN. Ouais. Ouais, mais c'est une partie de notre ADN, l'agriculture. En France, on était le premier pays agricole en Europe. Hein. On avait la plus grosse production européenne agricole. Aujourd'hui, les Allemands sont devant nous, bientôt d'autres vont être devant nous aussi. Hein, mais ça, c'est... Regardez, mais c'est pareil. Regardez l'histoire sur du Mercosur, hein, sur la viande. Bon, la viande argentine, évidemment, elle est moins chère que la viande. Alors vous allez me dire, ah oui, mais l'Argentine, la Patagonie et tout, c'est les grandes images, la pampa, les troupeaux et tout. C'est pas vrai du tout. Hein. C'est parce que toutes les bestioles, on les pique au clenbutérol, je connais même lui le nom du produit, on les pique au clenbutérol pour faire augmenter les cuisses de l'animal. Bon, c'est absolument interdit en Europe. Hein. Enfin, avant, c'était autorisé uniquement pour une chose, le clenbutérol, c'est que c'était pour lutter contre la grippe des vaches. Alors, en Hollande, par exemple, toutes les vaches avaient la grippe. C'est vrai, hein, par contre, c'est vrai. Hein. Alors, bon, alors, à un moment, quand même, le législateur européen a dit non, c'est pas possible. Donc, on a interdit le clenbutérol chez nous. Mais en Argentine, il est autorisé, et au Brésil aussi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la viande argentine qui va arriver sera moins chère que la nôtre, parce que l'animal, le veau ou la bête qui a été abattue, eh ben, il y a une différence de 40 kg entre celle qui vient de là-bas, plus grosse de 40 kg que la nôtre. Donc le prix de la viande est évidemment moins cher. C'est simple. Tout ça, c'est très simple. Mais on vient à l'IES. Si vous faites une étude froide, je le disais au président de la FNSEA, je dis, mais bon Dieu, lui, c'est un céréalier. Hein. Alors lui, ce qu'il connaît bien, par contre, c'est le blé, le vin, tout ce qui est céréales, ça, il connaît parfaitement. Mais je lui fais remarquer, je lui dis, regardez, vous suivez, alors c'est un grand céréalier, hein. Je lui dis, vous suivez tous les cours des céréales dans tous les pays producteurs pour voir comment vous allez vendre au niveau mondial, au niveau français et autres. Pourquoi on ne le fait pas pour les autres produits? Pourquoi? Ah oui, mais la profession est bien organisée chez les céréaliers. Ok, mais les autres, il faut les organiser aussi. Oui. J'aurais une question vraiment sensible sur l'intelligence économique et stratégique. Comment aujourd'hui on peut lutter en France contre, par exemple, l'empire américain qui utilise par exemple la collecte de données, les GAFAM, le levier de l'extraterritorialité du droit américain, le dollar, etc. Et comment on protège nos petites PME, les grosses entreprises et les PME, notamment par exemple là, quand on parle de Maduro qui a été kidnappé par les Américains, ils ont fait exactement la même chose avec le directeur
d'Alstom pour nous voler les turbines Mirabel. Donc on est agressé, et comment aujourd'hui, avec le peu de moyens et la méconnaissance de ce sujet-là, comment on peut protéger nos petites PME et nos vous pouvez entreprises. être protégé que si l'État se mobilise. Si vous voulez, le citoyen, l'entreprise, peut faire un certain nombre de choses par elle-même en IES, c'est clair. Mais il y a un moment où si vous n'avez pas l'appui de l'État, vous ne pouvez pas vous en sortir. Justement parce qu'il y a des règles internationales, des lois internationales, et il faut que l'État dise oui ou non. Oui, je vous donne un bon exemple, tiens, sur un domaine qui est un peu proche, je parlais des Alstom. Les Français, on vient de vendre la société LBM, une société dans la défense, les ventilateurs. Les ventilateurs. C'est une société qui est dans la défense, qui fait des piventilateurs, mais alors, ultra pointus, des ventilateurs pour le nucléaire, les sous-marins nucléaires, pour les rafales et autres. Enfin, c'est pas le ventilateur qu'on utilise pour se rafraîchir l'été, c'est clair. Bon. Avec raison, un certain nombre d'industriels disent au ministre de l'économie: comment vous avez pu vendre ça aux Américains? C'est un fleuron en France de la défense. Ça nous sert pour les sous-marins et pour le truc. Donc vous vous rendez compte ce que vous avez fait? Vous avez vendu aux Américains un truc. Et le ministre répond, vous pouvez vérifier. Il dit mais il n'y a aucun problème. Dans l'accord que nous avons négocié avec les Américains, ils se sont engagés à nous fournir, chaque fois qu'on aura besoin, les petits ventilateurs nécessaires pour le Rafale, les sous-marins et autres. Alors, si vous faites de l'intelligence économique et stratégique, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que dès qu'une boîte est américaine, il y a pour le matériel de défense une loi qui s'appelle le système ITAR, qui fait qu'on ne peut plus exporter le produit, où que ce soit dans le monde, sans autorisation des Américains, à partir du moment d'une pièce ITAR. Puisqu'il y a le ventilateur devenu américain, et dans le Rafale, et dans les sous-marins, on ne peut plus vendre les Barracuda, on ne peut plus vendre les Rafales. Est-ce que c'est bien sérieux? Pourtant, le ministre, il n'en a pas parlé. Parce que le ministre, personne ne lui a dit qu'il y avait le règlement ITAR. C'est là où dit défaut d'intelligence économique effrayant. Et quand vous savez que c'est le ministre de l'économie et des finances qui contrôle l'intelligence économique en France, puisque le service, le CICE, vous savez, est au ministère des Finances, vous dites on est mal barré, quoi. 85-90, notre concept à nous, il a volé en éclats. L'arrivée le numérique et l'intelligence artificielle sont en train de changer complètement, pour moi, sont en train de changer complètement les pratiques de l'intelligence économique. Et je pense qu'on est au début, en définitive, d'une nouvelle forme d'approche qui reste à définir, parce que on n'a pas encore réellement, on ne maîtrise pas encore suffisamment toutes les capacités que peuvent nous offrir, d'une part, l'intelligence artificielle, et d'autre part, le fait que plus on avance, c'est vrai que plus on a d'informations. Je me souviens quand on a commencé, je ne vais pas vous raconter, on n'est pas là pour faire de l'histoire, mais quand on a commencé, quand on avait sur un domaine, on avait quelques informations, on était vraiment content, on avait l'impression d'être efficace. Bon. Aujourd'hui, n'importe quel abruti, il suffit qu'il pianote sur son iPhone, enfin son smartphone ou son ordinateur, et puis il a des centaines d'informations. Et la preuve en est d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui une perte, on va en y revenir, il y a une perte d'effort de mémoire chez la plupart de nos concitoyens, et les jeunes en particulier, parce qu'ils disent pourquoi je vais apprendre par cœur des trucs alors que je peux l'avoir par mon iPhone immédiatement. Nous, quand j'étais tout jeune, on nous apprenait 1515, François Ier, 1489, la Révolution, pour les plus calés, 1664, la Cronenbourg, enfin bon, on apprenait les chiffres par cœur. Aujourd'hui, pas la peine. Vous tapez sur votre smartphone et vous avez l'information. Alors, c'est vrai que du coup, ça pose un vrai problème. Je parle pour des spécialistes de l'intelligence économique.
c'est que si on n'a plus cette capacité, cette culture, je dirais, ou cette connaissance historique ou technique d'un domaine, eh bien, à ce moment-là, on tombe dans le risque permanent de se faire manipuler. Parce qu'on n'a plus de frein, on n'a plus de systèmes qui vont nous intérieurs, qui vont nous permettre de dire non, ça colle pas. Et je vous rappelle, vous savez tous que l'intelligence économique et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tous les spécialistes, tous les professionnels vous le diront, on peut tout faire sauf une chose, reproduire l'intuition. Aujourd'hui, personne, vous n'avez qu'à prendre les déclarations aussi bien d'Altman pour IA que celles de Zuckerberg ou qui vous voudrez, personne, tout le monde vous dit, il est impossible aujourd'hui de reproduire l'intuition. L'intuition reste la caractéristique fondamentale du bon analyste. Seulement, pour acquérir l'intuition, il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut de la culture, il faut beaucoup de choses. Et si on fait confiance à la machine pour nous apporter en permanence toutes ces informations, alors on n'aura pas l'intuition. On sera un bon analyste, mais il nous manquera la qualité fondamentale qu'est l'intuition. Et ça, je pense, c'est très important pour le futur. Parce que ça veut dire qu'il va qu'on apprenne à faire des efforts dans des domaines sur lesquels on n'a pas normalement à faire d'efforts, puisque la machine nous fournit les informations. Et je crois que ça, c'est un vrai problème de fond pour les années qui viennent. C'est le premier point, si vous voulez, sur l'intelligence économique du futur, que l'on peut dire. Le deuxième, qui est une nouveauté, parce que là, on a connu ça depuis toujours, les faux témoignages, les fausses nouvelles, ça a toujours été dans l'histoire du monde, à toutes les époques, il y en a eu. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les fake news deviennent de plus en plus nombreuses, de mieux en mieux structurées, et du même coup, elles sont plus difficiles à identifier dans un environnement d'une multitude de données, de data, on a des data en quantité. Là-dedans, on peut glisser, si on n'y fait pas attention, on glisse effectivement des fake news. Or, la fake news vous fausse votre analyse finale, puisque vous avez introduit dans l'analyse un élément qui est faux. Quand je dis un, c'est un ou plusieurs. Ça va devenir un problème de plus en plus important pour nous, parce que avec l'intelligence artificielle, on est capable aujourd'hui de construire, et puis avec de bons techniciens, on est capable de construire des fake news de très grande qualité. De même qu'on est capable de construire pour les réseaux sociaux des avatars. Vous connaissez tous le problème je pense, le problème des avatars. On va créer des entités, des personnes apparemment vivantes, qui ne le sont pas bien entendu, mais qui vont saturer d'une certaine manière ou orienter les réseaux dans un sens ou dans un autre. Et là, si vous n'êtes pas capable d'identifier ça, vous allez forcément prendre en compte ce qu'ils ont dit, vous allez avoir l'esprit faussé. Donc, cette histoire face à cette montée en puissance et à cette efficacité des fake news futures, elles sont déjà pas mal, mais ça va être encore bien plus fort, ça va être extrêmement difficile de séparer le vrai du faux. Et pourtant, l'intelligence économique, c'est justement de séparer le bon grain du reste, et une fois qu'on n'a que du bon grain, d'en faire une analyse. Donc là, on rentre dans un problème complexe, et je note, pour en avoir discuté avec des copains aux États-Unis, où ils travaillent dessus, les grandes boîtes travaillent dessus, je note que pour le moment, on n'a pas de réponse. On n'a pas vraiment de réponse. Et avec une angoisse, alors là, qui n'est pas pour aujourd'hui, mais pour après-demain, là, c'est celle du quantique, où dans la technique, dans les approches qu'on utilisera dans l'intelligence économique, le quantique va arriver comme le reste, progressivement. Bon, ça va nous améliorer, ça va multiplier nos capacités, mais ça va aussi nous poser des problèmes, parce que dans certains domaines, on va peut-être pouvoir se faire avoir plus facilement encore qu'aujourd'hui. Si vous voulez, je sais pas, vous le voyez tous les jours sur les fake news avec, regardez, par exemple, mais c'est pour s'amuser. Mais on voit ce qu'on pourra en faire autrement. Regardez aujourd'hui ce qu'on arrive à faire sur les petits films où on prend la tête de quelqu'un pour lui faire n'importe quoi, pour être honnête. Bon, alors, bien sûr,
quand vous avez un film qui présente quelqu'un dans une situation, vous qui ne l'aimez pas, vous dites je savais bien qu'il faisait ça, bon, évidemment, vous le faites avoir parce que c'est pas vrai. Mais vous, comme vous croyez qu'il est comme ça va vous encourager à y croire. Donc il y a un vrai problème qui va arriver, mais un énorme problème même, pour essayer de voir comment on va éviter de se faire tromper. Alors vous me direz, il y a des gens qui vous disent, bien sûr, on va avoir des logiciels, on va avoir des systèmes qui vont nous permettre de sélectionner. Oui et non, il y a toujours une partie qui risque de passer. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième point. Le premier, c'est attention, si on n'a pas un minimum de connaissance réelle d'un sujet, on n'a pas cette capacité intuitive qui est la force de l'analyste par rapport à la machine. La deuxième, c'est la multiplication des fake news, de tous les types de fake news. Bon, on est d'accord. Moi, je prends un terme générique, j'utilise en tant que terme générique. La multiplication des fake news va faire que ça va être très difficile de sélectionner le vrai du faux. Or, pour nos analyses, il faut qu'on travaille sur du vrai et pas sur le reste. C'est le deuxième élément. Et le troisième, c'est que je pense que c'est ce qu'on voit dans les services de renseignement actuellement. Beaucoup de services de renseignement ne font plus de l'analyse froide, mais font de l'analyse orientée. Ce qu'on appelle l'analyse orientée, c'est celle qui est faite pour faire plaisir au chef. Le chef pense qu'il faut aller par là, évidemment, on vous sort toutes les analyses bien faites qui vous disent qu'il faut aller par là. Le problème, c'est quand on fait ça, on oublie les autres. Et ça, c'est un problème. Je ne vous dis pas ça pour rien. Je suis très frappé, moi, de voir récemment, c'est un certain nombre de problèmes qu'il y a pu avoir dans un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis, mais il n'y a pas que, en France aussi, où il y a eu des erreurs manifestes qui ont été faites d'analyse, mais des erreurs qui, en réalité, correspondaient au fait que la pression qui était exercée sur les analystes était telle qu'il y avait une espèce de biais cognitif qui fait que on dérivait. Ça paraît pas, mais c'est important. Pourquoi ? C'est parce que nous rentrons dans un monde, avec le bouleversement actuel, géopolitique, on peut dire, nous rentrons dans un monde d'empire. C'est-à-dire que nous rentrons dans un monde dans lequel on n'est plus dans les logiques qu'on a connues depuis 1945, mais dans un monde où la force prime le droit. Et ça va très loin. Parce que si vous quand on parle de ce système-là, j'ai raison parce que je suis le plus fort. Évidemment, c'est un système. Mais du même coup, en intelligence économique, si on part aussi de ce principe-là en disant forcément c'est nous qui avons raison puisqu'on est les plus forts, évidemment votre capacité d'analyse va être biaisée. Vous allez avoir un biais cognitif qui va vous allez analyser mal. Et ça, c'est pas du tout un point négligeable. C'est pour ça que je vous le cite pour moi en commençant. Je voulais vous dire, je voulais vous donner les 3 points qui me paraissent pour le futur actuellement, les trois gros problèmes auxquels on va avoir à faire face. Alors après, bien sûr, il y a l'évolution des technologies, de tout, voilà, des outils. Bon, tous les jours, il en sort de nouveaux, il faut être honnête. Une chose est certaine, c'est que l'intelligence artificielle va suppléer beaucoup de choses et va nous permettre d'aller très vite et très loin, et qu'aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur pratiquement tout. Là-dessus, il n'y a pas de... Je suis frappé de voir comment les gens ne savent pas tirer parti ou ne font pas l'effort de tirer parti d'informations qu'on leur donne. Moi, ça me frappe, parce que je pense que là, je trouve qu'on n'exerce plus, on fait trop confiance à la machine et on ne fait plus confiance à l'analyse personnelle. Je vais vous donner un exemple, mais un exemple, c'est géopolitique, mais c'est effarant de voir comment la presse actuelle, par exemple, ne fait plus d'efforts. Trump, alors, on peut être pour... Là, je ne suis pas en train de prendre parti, je vais vous donner un exemple précis, je précise bien. Trump dit le premier jour de la guerre en Iran, je sais déjà,
dans des déclarations qui font n'importe pièce, hein, je sais déjà les 2 ou 3 qu'on pourra nommer pour piloter l'Iran. Très bien. Il n'y a rien de plus, hein, parce qu'il ne veut pas révéler de secret, bien sûr, il n'y a rien de plus. Bon. 6 jours plus tard, il dit on a un problème parce que les trois qu'on avait retenus sont tous morts. Bon, ça veut dire quoi? Alors, bon, bien sûr, vous dire ah bah oui, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais si vous êtes un analyste, qu'est-ce que vous dites? Vous dites attends, il avait choisi entre 3 personnes. Ils sont tous morts le premier jour dans le bombardement. Ça veut dire qu'il veut, comme chef de l'État, un homme ou une femme très forte, qui est due dans le système et qui est toute puissante. Eh oui, donc c'est pas Pahlavi, c'est pas les opposants, ça va être quoi? Un Pasdaran ou un Mollah qui peut collaborer. Alors quand je vous dis ça, c'est une évidence. Ça a été dit par Trump. Il suffit de réfléchir. Et quand vous savez ce qu'il a fait au Venezuela, où il a pris la numéro 2 du régime, Dulcy Rodriguez, et il lui a dit « Mon ami, je vous nomme présidente, mais attention, vous allez m'obéir, sinon vous prendrez 50 ans de prison. Par contre, si vous êtes avec moi, il y a une prime pour la prise de Maduro de 50 millions de dollars, vous allez pouvoir la partager. » Que pensez-vous qu'il arriva? Dulcy Rodriguez, elle est devenue chef de l'État et elle fait une politique pro-américaine, tout en étant dans l'ancien système. La réponse, donc, c'est qu'il va se passer la même chose en Iran. Bon, c'est une analyse froide. Je suis pas en train de... Bon, moi j'aimerais... Je l'ai dit à des journalistes encore récemment hier. Je dis mais qu'est-ce que vous attendez pour dire ah on n'y avait pas pensé? Je dis mais bon Dieu, vous faites pas votre boulot. Faites de l'analyse simple. Écoutez ce que les gens vous disent. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on n'écoute plus personne. Aujourd'hui, on ne fait plus l'effort d'écouter les uns ou les autres. Et en intelligence économique, avant, alors je ne vais pas vous dire qu'on était meilleur avant, c'est pas du tout ça, je vous ai dit qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments. Mais comme on avait très peu d'éléments, on était en train de rechercher en permanence la moindre info, le moindre truc qui pouvait nous aider à trouver un bon raisonnement, à faire un bon raisonnement et à pas trop nous tromper. Bon. Après, avec l'arrivée massive des données, avec l'arrivée de tout, bien sûr, on a pris d'autres habitudes, mais du coup, on ne regarde pas assez, on ne réfléchit pas assez aux éléments factuels que nous avons entre les mains. Vous voyez? Alors, ça me paraît des choses intéressantes.